Alors bienvenue, vous m'entendez? Oui. Alors bienvenue donc à cette deuxième journée de la semaine de l'histoire. La première table ronde de la matinée, vous le savez, sera consacrée à la marchandisation de la nature, c'est-à-dire, pour faire bref, à sa réduction par l'homme au statut de marchandise, d'objet d'un échange à finalité lucrative. Alors, marchandisation, c'est un néologisme, mais qui, à bien y regarder, n'est déjà plus tout neuf, puisque sa première apparition dans la langue française remonterait déjà à 1978, selon nos collègues québécois de l'université de Sherbrooke. Reste que c'est un terme qui, aujourd'hui encore, conserve très largement la connotation polémique et péjorative de ses origines. De fait, la fortune de ce vocable est indissociable de l'essor, dans les années 1990 et 2000, d'un discours de dénonciation du capitalisme marchand dans sa forme contemporaine, extrême, dite néolibérale, qui prête au mécanisme du marché, régi par des lois objectives, infaillibles, une vertu d'autorégulation telle que le marché permettrait de réaliser l'intérêt général en laissant chacun de ses acteurs poursuivre son intérêt particulier. C'est la fameuse théorie de la main invisible, formulée dès le XVIIIe siècle par Adam Smith, et à laquelle d'ailleurs faisait référence hier soir Emanuele Coccia. Ceci permettrait au marché d'être par excellence l'instrument d'une gestion optimale des affaires humaines. On sait que depuis les années 1980, le jeu du marché n'a cessé de s'étendre à des domaines toujours plus nombreux des activités humaines, dont certains étaient restés jusqu'alors extérieurs à la sphère de l'échange marchand, voire à la sphère économique, ce qui n'a pas été sans remettre en cause un certain nombre, j'allais dire, de tabous, en tout cas de principes sociaux, moraux, éthiques, jusqu'alors fermement établis. Et cette remise en cause s'est faite au nom de la liberté individuelle, liberté d'entreprendre, mais aussi de l'efficacité pragmatique, de la rationalité, de la modernité. Les obstacles qu'il s'agissait d'écarter étant alors présentés dans le discours néolibéral comme oppressifs, comme inefficaces, contre-productifs, anti-économiques, ou encore comme archaïques et irrationnels. Et c'est ce processus idéologique tout autant que proprement économique que ces détracteurs ont stigmatisé sous le terme de marchandisation. Ainsi, en 1997, le journaliste Ignacio Ramonet fustigeait-il dans Le Monde diplomatique, je cite, « la marchandisation généralisée des mots et des choses, de la nature et de la culture, des corps et des esprits, qui est la caractéristique centrale de notre époque. » Fin de citation. En fait, l'idée, sinon l'expression même de marchandisation de la nature, entre autres, était déjà présente dès 1944 sous la plume de Karl Polanyi, grand pourfendeur du capitalisme marchand libéral, aussi, je dois dire, auteur très apprécié des médiévistes français depuis qu'ils en ont fait la découverte tardive, il y a une cinquantaine d'années, pour sa thèse selon laquelle, dans les sociétés pré-industrielles, pré-capitalistes, il n'y a pas de champ économique autonome, car les pratiques économiques restent encastrées, enchâssées, embedded, dit-il en anglais, dans les rapports sociaux. Et donc, Polanyi, en 1944, dans son ouvrage « La grande transformation », caractérisait l'avènement de l'économie de marché au XIXe siècle, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, par trois ruptures majeures, selon lui, dans l'histoire des sociétés occidentales, à savoir la transformation en marchandises, trois éléments qui étaient essentiels au développement de l'industrie, mais qui, pour Polanyi, n'étaient pas des marchandises par elles-mêmes, c'est-à-dire que ces éléments n'avaient pas pour finalité spécifique d'être vendus et achetés. Et ces trois éléments, c'était la force de travail, la monnaie et la terre. La force de travail, aux yeux de Karl Polanyi, c'est une fiction du discours libéral destiné à masquer le fait qu'en réalité, c'est l'être humain lui-même qui devient marchandise.
sur un marché du travail qui est en vérité un marché des travailleurs. La monnaie, simple signe exprimant la valeur d'échange, aurait été elle aussi comme happée dans le circuit de l'échange et d'instrument facilitant l'échange serait devenue elle-même un objet d'échange, ce qui, là encore, pour Polanyi, constituait une dénaturation, un détournement de sa fonction. Et enfin, la terre, avec le développement d'un marché libre, de la propriété pleine et entière, du sol et du sous-sol, débarrassé de toutes les contraintes, de toutes les limitations, de toutes les servitudes coutumières dont les sociétés pré-industrielles avaient assorti la possession, la terre, ça n'est pas autre chose pour Polanyi que le milieu naturel lui-même, the natural surroundings, dans lequel les sociétés existent. En d'autres termes, les trois transgressions fondatrices de l'économie de marché selon Karl Polanyi, ce serait la marchandisation de l'homme, la marchandisation de l'instrument monétaire et la marchandisation de la nature. Alors, la perspective de notre table ronde ce matin sera à la fois plus profonde et plus focalisée. D'une part, les trois interventions que nous allons écouter s'inscriront dans le temps long, depuis l'Antiquité, c'est-à-dire en montant très en deçà de l'âge capitaliste. En effet, après tout, on peut bien faire valoir que les hommes n'ont attendu ni Adam Smith ni Milton Friedman pour faire commerce de la nature, ou tout au moins pour faire commerce des produits de la nature. Et pour cette raison, d'autre part, ces interventions s'intéresseront plus précisément aux modalités d'intégration de ressources naturelles, en l'occurrence elles seront végétales et minérales, elles auraient aussi pu être animales, dans un circuit d'échange en amont de sa transformation par l'homme et par conséquent à un stade où ces marchandises conservent leur caractère naturel. Et ce, à diverses époques. Cette démarche devrait permettre d'abord de tester la validité de la notion de marchandisation de la nature hors de sa période de naissance, si j'ose dire, hors de cet âge capitaliste dans lequel et pour lequel elle a été d'abord forgée. Elle devrait également permettre d'éprouver la validité de la frontière entre époque pré-capitaliste et époque capitaliste dans le temps long du traitement mercantile de la nature et de ses productions. Est-ce que le franchissement de cette frontière change réellement quelque chose et quoi? Enfin, elle devrait nous permettre à nous-mêmes de faire de la notion de marchandisation un usage plus neutre, moins connoté idéologiquement, bref, espérons-le, un usage d'historien. Voilà. Je m'efface maintenant derrière Edwin Collard, élève au département d'histoire et qui a été la cheville ouvrière de la préparation scientifique de cette table ronde. C'est donc une notion très riche que nous avons ici, sur laquelle nous sommes heureux de pouvoir entendre parler, de pouvoir ensuite discuter avec vous. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu organiser cette table ronde malgré les restrictions actuelles de nos libertés. Et d'autant plus heureux, à vrai dire, que les historiens qui ont accepté de participer à cette table ronde, et nous vous en remercions très très chaleureusement, nous permettront de parcourir une durée conséquente et des aires géographiques très diverses, qui nous parleront de l'Antiquité, de la fin du Moyen-Âge, de l'époque moderne et contemporaine, en Égypte, en Méditerranée, en Toscane et en Italie au sens large, et en Europe centrale. Nous en sommes très réjouis. Je précise pour les personnes qui suivent cette table ronde depuis chez elles ou depuis quelque endroit que ce soit, si vous voulez poser des questions à la suite des interventions que nous écouterons l'une après l'autre, vous pouvez les écrire sur Zoom et nous les relayerons à la salle. Les personnes dans la salle aussi, bien sûr, peuvent poser toutes leurs questions après les interventions. Donc, merci beaucoup d'être venus, Lucien Rossi, Didier Boisseuil et Jawed Daher. Madame Rossi, vous nous parlerez en premier, puisque nous allons procéder chronologiquement pour cette table ronde, et que vous êtes maîtresse de conférences en histoire grecque hellénistique à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez soutenu votre thèse sur les rapports économiques entre l'Égypte et Rome, du IIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. Vous travaillez de manière approfondie sur les flux et les réseaux unissant les sociétés de la Méditerranée antique. C'est le cas, par exemple, ainsi que le montre, par exemple, votre contribution au numéro de revue Les Cahiers des mondes anciens, Marchons romains au long cours. Nous vous souhaitons la bienvenue.
Nous sommes heureux également d'accueillir Didier Boisseuil, qui aujourd'hui nous parlera de la marchandisation de la nature à la fin du Moyen-Âge. Didier Boisseuil, vous êtes ancien membre de l'École française de Rome, maître de conférences en histoire médiévale de l'Université de Tours, au Centre Tourangeau d'histoire et d'études des sources. Vous avez tout particulièrement travaillé sur les marchés des matières premières. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage auquel vous avez contribué, qui est paru cette année, et que vous aviez déjà étudié dans La nature en partage, connaître et exploiter les ressources naturelles. Nous vous souhaitons à vous aussi la bienvenue. Enfin, chronologiquement, nous sommes heureux d'accueillir Jawad Daher, ancien élève de l'ENS Cachan, chargé de conférences au CNRS et rattaché au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et Centre européen de l'EHESS. Vous avez beaucoup travaillé sur les interactions entre systèmes sociaux et écosystèmes dans les espaces germaniques et la Pologne, ainsi que sur la place du contrôle et de l'exploitation de la nature dans les grands récits nationaux et impérialistes. C'est le cas, par exemple, de votre article sur le loup entre patriotisme et imaginaire national en Allemagne, publié en Recherche germanique, aussi dans votre contribution à l'ouvrage collectif Humanités environnementales en France et en Allemagne, l'histoire des forêts au défi de l'histoire globale, qui, je le précise, paraîtra cette année. Donc, bienvenue à vous aussi. Nous allons donc commencer cette table ronde avec vos présentations, puis les discussions. Et je laisse la parole à Madame Rossi, qui aujourd'hui nous parlera de la commercialisation du blé égyptien en Méditerranée aux époques hellénistiques et romaines. Pour la présentation. J'ai un dépôt à la main. Comment ça se fait? Merci. Avant de rentrer dans le vif de ma contribution petite d'aujourd'hui, mes plus vifs remerciements pour cette invitation qui nous redonne enfin l'occasion de pouvoir échanger de vive voix des visios après une année de distanciel. Inscriptions, textes littéraires, papyrus à langue grecque et latine permettent d'étudier sur le long terme voire les processus de marchandisation du surplus céréalier égyptien et de s'affranchir en cela de la bipolarisation traditionnelle dans l'historiographie de la question entre États, prétendus parfois centralisés ou despotiques, et acteurs libres du commerce. Il s'agira pour ma part de tenter de reconstituer la manière dont le blé égyptien est devenu l'objet d'échanges lucratifs entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère pour des acteurs économiques variés qui s'inscrivaient dans des réseaux commerciaux en réponse aux exigences des marchés alimentaires en céréales. Pour ce faire, je traiterai successivement de la nature en question, des acteurs économiques et des formes historiques de commercialisation du blé égyptien. En premier lieu, donc, il s'agit d'identifier la nature en question. Le produit agricole sur lequel portait la marchandisation, les opérations qui précédaient sa redistribution, enfin les catégories juridiques d'appartenance. La terminologie des papyrus égyptiens et celle des inscriptions et textes littéraires fait état des types de produits non transformés faisant l'objet d'une redistribution par la voie du commerce et des dons. Le relevé des mots employés montre l'usage prépondérant de deux mots, cytos, grain, et puros, blé nu. L'orge, crites, quant à elle, n'apparaît que 2 fois. Le mot cytos, qui prévaut nettement dans l'ensemble du corpus, désigne généralement le grain et peut se référer à la fois au blé nu, puros, triticum durum, à la fois à l'orge, crites, ordeum. Il s'agit, avec son équivalent latin frumentum, du mot le plus largement employé pour définir les approvisionnements en céréales dans le contexte urbain et militaire. Le terme puros désigne pour sa part le blé nu. Il apparaît moins fréquemment dans notre corpus, ce qui peut s'expliquer à la fois par le caractère général et englobant du mot cytos, à la fois par la nature même des documents conservés. Dans une étude parue en 2020 menée par Damien Négus, Charlène Beauchot, François Lerouxel et Claire Newton, qui mobilise la documentation écrite et archéobotanique,
il a été question de reconstituer les étapes d'affirmation en Égypte de la céréale Puros par rapport à un autre type de blé, l'amidonier, qui est nommé en grec Olura. Ce dernier blé, l'Orula, était prédominant dans les corpus carpologiques et textuels égyptiens entre le 4e et le 1er millénaire avant notre ère. Il se trouve progressivement supplanté par le Puros, le blé dur. La chronologie de la transition relevée se situerait entre le 4e avant notre ère et la fin du 3e siècle avant notre ère, c'est-à-dire la période d'implantation des Gréco-Macédoniens en Égypte et de l'organisation de l'exploitation du territoire. La part des institutions dans ce processus y est majeure et répond en premier lieu aux besoins d'approvisionnement alimentaire de la mégapole qu'est Alexandrie et dans une part qui est beaucoup plus difficile à mesurer, des possibilités aussi de redistribution par le commerce en dehors de l'Égypte. C'est précisément en raison des avantages agrotechniques que présente le blé Puros par rapport au blé Olura que le choix des autorités lagides s'est porté sur cette céréale. Ces avantages consistent dans le fait que le produit est stocké puis transporté sous forme de grains nettoyés et donc moins volumineux. Bien que non transformé, donc, le blé nu Puros est soumis à des opérations essentielles avant d'être stocké et puis d'être redistribué par la vente. Ces opérations sont particulièrement bien documentées par les textes issus de l'administration fiscale. Ils étaient à l'œuvre également chez les individus qui produisaient du blé pour leur propre compte et le destinaient probablement à une vente. Ces opérations que vous voyez ici dénombrées dans l'ordre du processus, celles qui nous intéressent en fait de plus près sont, après le dépiquage, la catharsis et le koskinewein, littéralement purification, nettoyage et criblage. Il s'agit donc concrètement des opérations ordinairement attestées encore aujourd'hui de vannage et de criblage qui aboutissent à la séparation du blé nu d'autres céréales et de résidus du terre. C'est uniquement après ces opérations que le blé était soumis à la mensuration et à la pesée, exprimée par le verbe métréo, et qu'ensuite le blé était préservé dans des objets que l'on trouve nommés dans les documents de la pratique sous les appellations de degmata ou exemplaria, c'est-à-dire échantillons, qui avaient entre autres fonctions celle de permettre une vérification qualitative du blé faisant l'objet de transport et de vente. C'était donc du puros kataros, pur et koskinemenos, criblé, moins volumineux à stocker et à transporter, qui était au cœur du commerce qui nous intéresse ici. On peut identifier deux grandes catégories de blé en fonction de son origine et de son statut vis-à-vis des institutions, blé de nature fiscale et blé de nature privée. Par l'expression blé de nature fiscale, j'entends, et on entend d'une manière générale, des entrées en nature que le roi, puis l'empereur, tirent de l'exploitation de différentes catégories de terres, dont la gaie basilicaire, c'est-à-dire terre royale, ou gaie démosia, terre publique, est une source significative, mais certainement pas exclusive, de production. Ces terres étaient données en exploitation à des georgoi, c'est-à-dire des cultivateurs, et étaient soumises à un régime fiscal spécifique, celui que l'on trouve nommé ekphorion, redevance annuelle en blé s'élevant à 1/10 de la production récoltée, donc la dîme. Par l'expression blé de nature privée, j'entends ici le surplus productif de propriétés foncières qui appartenaient à des individus issus des milieux gréco-macédoniens, plus ou moins proches des rois, ensuite des milieux grecs hellénisés, mais aussi des milieux allogènes, et en particulier les Romains. En l'état actuel de la documentation, il est très difficile de mesurer la part du surplus privé marchandisable. Tout au plus, pouvons-nous mettre en avant quelques études de cas dont la représentativité dans l'espace et dans le temps demeure toutefois très limitée.
On évoquera le cas de la Doréa d'Apollonios Dieucète, ministre des Finances des rois Ptolémée II et III, les Édafais de Quintus Cascellius, financier romain dans les années 30, avant notre ère, les Usiae, qui appartenaient à des proches de la famille impériale, ou encore à des Grecs, ou bien encore à des membres tout court de la famille impériale. Ces deux catégories juridiques de blé se prêtaient de manière non exclusive à trois usages principaux: ravitaillement urbain d'Alexandrie, ravitaillement des effectifs de l'armée, commercialisation à l'intérieur et à l'extérieur du territoire égyptien. Les acteurs dont je traiterai ici avaient des statuts socio-juridiques variés et intervenaient selon des modalités et des degrés de participation différents à l'exportation du blé égyptien. En tant qu'autorité souveraine du solum aegypti et du surplus productif qu'il engendrait, le roi disposait de réserves de céréales considérables, susceptibles d'être mobilisées en dehors de l'Égypte. Les documents de la pratique, les inscriptions, les textes littéraires témoignent par le vocabulaire employé de deux cas de figure possibles: les doréailles, les dons, et les envois par une vente préalable. Les doréailles sont donc des actes d'evergésie royale. Ils ne constituent pas, à proprement parler, des formes de commercialisation, mais ils participent tout de même au processus à l'étude aujourd'hui, parce que la circulation du blé offert se fait par la mobilisation d'acteurs spécialisés. Un exemple significatif est celui de Rhodes, entre 227 et 226 avant notre ère, qui, après un tremblement de terre, reçut pas moins d'1 032 000 artables de blé par Ptolémée III. Dans d'autres cas, nous avons affaire à des envois dont on peut supposer qu'ils aient été précédés par le versement d'un prix d'achat. Il s'agit d'une pratique qui s'inscrit dans le cadre de relations d'amitié, voire d'alliances, ou bien encore d'accords bilatéraux entre les rois d'une part et les cités d'autre part. Le cas de Samothrace, que j'ai indiqué ici sur la diapositive, qui bénéficie entre 228 et 225 avant notre ère d'un droit d'exportation du blé couplé à une exemption des frais douaniers, est emblématique. À l'époque romaine, la pratique de la vente demeure. Ainsi, le préfet d'Égypte, avec l'autorisation de l'empereur et du préfet de la Nonne, peut accorder le droit à des cités, voire à des royaumes alliés et amis, l'achat de blé. Les données chiffrées conservées permettent d'avoir une idée des quantités de blé dont le roi et l'empereur disposaient. Pour les donations, pour les dons, on va d'un maximum d'1 032 000 artables de blé à un minimum de 8 000 ou 10 000 médimes de blé. Pour les ventes, on va d'un maximum de 900 000 médimes de blé à un minimum de 6 000 modis. Les donations et les ventes dont il est question ici se distinguent toutefois par leur caractère circonstancié et extraordinaire. Elles font néanmoins émerger le rôle crucial du transport assuré par un corps spécifique de métier. Le transport est un élément structurant de toute opération marchande. Dans notre cas, il s'agit essentiellement de transport maritime qui pouvait être coupé à un transport fluvial ou terrestre. Le vocabulaire du transport est particulièrement riche dans notre corpus. Ces opérations étaient l'apanage d'un corps de métier spécifique, celui des noclères et des capitaines de navires, dont le rôle majeur dans le transport fluvial et maritime est bien attesté. Ainsi, c'est selon toute vraisemblance à des noclères qu'avait dû faire appel Ptolémée Ier lorsque, en 305-304, il envoya aux Rhodiens une quantité de bateaux qui transportaient des provisions. Des noclères, encore, avaient dû assurer le transport de 20 000 médimes de blé que Ptolémée II avait offert à Athènes. Enfin, c'est par ce nom de métier que des citoyens romains installés à Alexandrie s'identifient en 127 avant notre ère dans une dédicace offerte à un proche du roi. Exploitant des navires appartenant à des tiers ou qui leur appartenaient, les noclères pouvaient soit transporter du blé pour le compte d'autres individus,
propriétaires des marchandises, soit transporter des marchandises pour leur propre compte, comme le montre un registre de navires marchands que j'ai référencé ici, qui nous a été conservé sur papyrus. En ce sens, donc, les notaires armateurs assuraient un rôle économique plus complexe, proche de celui que l'on a coutume d'attribuer aux marchands actifs dans les réseaux du commerce du blé égyptien. Les imporoi, les marchands en gros, sont traditionnellement identifiés comme marchands donc en gros par opposition aux marchands au détail, capelloi, en fonction des quantités de marchandises maniées. Cependant, les textes papyrologiques et épigraphiques égyptiens permettent de nuancer cette distinction, opposition, et de centrer la réflexion davantage sur le degré de mobilité des imporoi qui était majeur par rapport à celui des capelloi. C'est pourquoi je parlerai de marchands au long cours. Les imporoi étaient les propriétaires de la marchandise qu'ils destinaient à une vente et qu'ils avaient acquis après le versement d'un prix d'achat. Dans le cas du blé d'Égypte, ils avaient trois possibilités, ou du moins trois possibilités sont attestées. Soit ils achetaient auprès du producteur ou de ses agents, soit ils achetaient auprès des greniers qui se situent dans la Cora ou à Alexandrie, soit ils achetaient sur échantillon avec un déplacement différé de la marchandise. Les imporoi pouvaient se déplacer avec leurs marchandises au moyen d'un bateau dont ils avaient affrété une partie. Ils pouvaient également avoir leur propre navire et se déplacer avec ces derniers. Tel était probablement le cas des imporoi qui, au IIIe siècle avant notre ère, se dirigeaient depuis Alexandrie dans la Cora, c'est-à-dire dans la vallée, pour acheter des marchandises, ou encore des imporoi qui, en 10 avant notre ère, se trouvaient dans le nom Héracléopolite pour acheter du blé. Il convient à présent de voir comment ces acteurs, par le maniement des denrées céréalières égyptiennes, participaient au processus de commercialisation de cette denrée. Je vous proposerai 3 études de cas concernant successivement les ravitaillements militaires, les ravitaillements en temps de crise et de catastrophes naturelles et les ravitaillements ordinaires. Dans la plupart des témoignages relatifs aux fournitures de blé égyptien en contexte militaire, les denrées octroyées semblent avoir fait l'objet d'un don et non pas d'une vente. La gratuité de ces fournitures en cytos, blé accompagné d'orge probablement, est souvent soulignée dans les documents par l'emploi du mot doréa. Lorsque cela était nécessaire, le roi pouvait mobiliser des navires pour en assurer le transport, garantir la sécurisation par des convois de sa flotte, se réserver enfin le choix du lieu où le blé devait être remis aux bénéficiaires. Ces donations ne se substituent cependant pas de façon systématique aux pratiques de vente et transport de blé par les catégories d'acteurs que j'ai évoquées plus haut. Ainsi, en 261 avant notre ère, des individus qui sont identifiés dans le texte en question par Tines ton hexagonton, certains de ceux qui exportent, achetaient du blé lagide en Syrie. La transaction était encadrée par le ministre des Finances et par les fonctionnaires lagides installés en Carie. Les spécialistes qui se sont intéressés à cette question ont émis l'hypothèse d'un achat de blé pour ravitailler l'armée lagide présente en Carie et qui était occupée à cette époque dans la Deuxième Guerre de Syrie. Les contextes de crise liés à des problèmes de production ou à des catastrophes naturelles illustrent bien les interactions entre acteurs institutionnels et professionnels du commerce. Ainsi, lorsque la famine se produit en dehors de l'Égypte, le roi offre donc son blé. Sinope en bénéficie en 279, Rhodes encore lors du tremblement de terre. Dans ce contexte aussi, la pratique évégétique coexiste avec une pratique lucrative. Ainsi, le décret de Canope fait état de l'importance des ressources financières mobilisées par Ptolémée III pour acheter du blé, je cite, en Syrie, Phénicie, Chypre et d'autres localités lors d'une famine en Égypte. À l'époque romaine, c'est en moyennant un prix que la reine de Judée, Hélène, parvient à s'assurer du blé d'Égypte en temps de disette.
Là encore, la réalisation matérielle de la transaction est confiée à des agents du pouvoir royal et à des acteurs spécialisés dont les papyrus ont gardé la trace. Il s'agit en dernier lieu de s'intéresser au processus de marchandisation que je nommerai entre guillemets ordinaire du blé d'Égypte. Je proposerai ici 2 études de cas, l'une relative au blé de nature privée, l'autre au blé de nature fiscale. Pour le cas du blé privé, on peut s'appuyer sur l'ordonnance royale émise au bénéfice d'un citoyen romain, Quintus Cascellius, qui était propriétaire terrien en Égypte. Il possédait des terres parsemées dans toute la vallée et qui vouait à l'exportation le surplus productif de ces terres. C'était une activité régulière qui se déroulait tous les ans et qui bénéficia, à partir de 33 avant notre ère, d'une exemption totale de paiement d'impôts douaniers. Ainsi, sur le total de ces exportations annuelles, 10 000 artabes, c'est-à-dire 300 tonnes de blé, étaient exemptés de frais d'exportation. Ce blé pouvait être destiné au marché italien, notamment celui de Puzzole et Rome. On ne peut pas exclure non plus les localités d'Asie mineure et d'Égée où Cascellius est également attesté. Comment dès lors cet homme d'affaires menait son commerce? Au vu de son statut socio-économique, il est vraisemblable qu'il ait confié à des agents la réalisation matérielle de ses affaires, dont des marchands pour la vente du blé, des transporteurs spécialisés, sinon pour le transport méditerranéen, du moins pour le transport fluvial. Des marchands et armateurs romains sont actifs en Égypte dès la fin du IIe siècle avant notre ère. Des gens de Puzzole exportent du blé d'Égypte à la fin du 1er siècle avant notre ère à destination de Rome. Les réseaux donc, dont les agents de Cascellius étaient issus et dans lesquels ils s'inscrivaient étaient bien établis. Cet état de fait conserve une certaine continuité jusqu'à l'époque judéo-claudienne, puisqu'on voit 2 marchands de Puzzole qui font du commerce de Triticum Alexandrinum sous les principats tibériens et claudiens. La commercialisation du blé de nature fiscale est documentée en revanche par 2 lettres qui datent de 10 avant notre ère. Elles témoignent de la pratique de l'achat du blé puros par des marchands auprès des autorités fiscales du nome, en l'espèce le nome Héracléopolite. Ainsi, des emporoi se trouvent dans plusieurs localités du nome et y attendent des cargaisons de blé à transporter par voie fluviale, puis probablement maritime en dehors de l'Égypte. À Bouziris, le 17 décembre, un marchand souhaite acheter 500 artabes de blé. Il s'adresse pour cela à un subordonné du fonctionnaire local pour en discuter en personne. À Tylotis, vers la même époque, se sont rendus d'autres marchands pour acheter du blé et un subordonné du fonctionnaire local est chargé de mesurer ces denrées et de les remettre aux marchands. Quelques jours plus tard, le 17 décembre, un autre collaborateur est chargé de la logistique de l'envoi de cargaisons pour des marchands. Certains sont présents sur place, d'autres sont représentés par des lettres scellées remises aux fonctionnaires. D'autres documents antérieurs et postérieurs à cette date montrent que les denrées d'origine fiscale pouvaient être vendues à des marchands. Aux côtés du blé puros, il convient ici d'évoquer également les lentilles qui figurent comme cargaison complémentaire dans les bateaux maritimes et fluviaux. En conclusion, l'étude de ce produit naturel commercialisé qu'est le blé, celle des acteurs impliqués et enfin celle des formes de commercialisation historique du blé égyptien ont permis d'esquisser quelques pistes de réflexion relatives à la marchandisation de ce type de nature. Un processus, ou plutôt des processus, dont les contours varient selon les marchés à ravitailler, selon les contextes géographiques historiques, mais dans lesquels quelques constantes peuvent être identifiées. L'accès au blé n'est pas soumis à des contraintes considérables. La part du pouvoir politique et institutionnel y est non négligeable. Le rôle des professionnels du transport et du commerce y est structurel. Je vous remercie de votre attention et m'excuse si j'ai dépassé un peu le temps. Merci beaucoup, Madame Rossi, pour votre présentation. Nous allons maintenant passer la parole à Didier Boisseuil,
pour sa conférence, pour sa présentation, avec le titre modeste mais énigmatique, quelques réflexions sur la marchandisation de la nature dans la Toscane à la fin du Moyen-Âge. Merci de votre invitation, merci à tous de votre présence, qui est effectivement une présence réelle, qui nous réjouit, qui était rare ces derniers temps. Alors, l'expression de marchandisation de la nature, comme il vient d'être rappelé par le professeur La Salmoni, est quelque chose d'un peu provocateur, un peu particulier, mais qui est aussi effectivement assez efficace. Et elle renvoie, en outre de ce qui vient d'être dit, à la notion de, je dirais, commodification. Commodification, comme l'évoquent Frédéric Grabert et Fabien Locher dans l'introduction d'un ouvrage qu'ils ont récemment dirigé, Posséder la nature, environnement et propriété dans l'histoire, publié en 2018. Elle invite aussi à regarder de plus près les mécanismes par lesquels les éléments naturels, que je qualifierais de ressources, ont été l'objet de formes d'appropriation par des individus ou des collectifs. Alors c'est une réalité, cette appropriation, qui est observable au Moyen-Âge, mais ce qui frappe surtout, c'est que cette forme d'appropriation s'est accompagnée de tout un ensemble de transactions, voire d'échanges monétarisés, et qui restent encore, je dirais, pour une part méconnues, qui n'ont pas toujours fait l'objet de recherches approfondies. Et ces transactions, ces formes d'appropriation concernent essentiellement la fin du Moyen-Âge, période au cours de laquelle on observe au moins deux évolutions majeures que j'évoque ici. D'une part, la place croissante des échanges et des échanges monétarisés au sein de la société, au point qu'on a pu parler même d'une commercialisation de la société. Et d'autre part, des changements climatiques, des fluctuations démographiques qui ont entraîné, accompagné des transformations importantes dans la gestion des ressources naturelles. Alors, je ne veux pas m'attarder sur ce dernier point, qui est pourtant essentiel, qui fait l'objet d'approches renouvelées et dont vous avez peut-être déjà eu l'occasion de débattre au cours de ces dernières journées. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, ce qui me semble le plus intéressant, c'est moins d'aborder les circonstances ou même les résultats de cette marchandisation de la nature que j'évoquerai, que d'esquisser les processus, les dispositifs mis en œuvre qui ont conduit à cette réalité. J'entends ici par dispositif les constructions institutionnelles, les discours, les réalisations matérielles qui ont permis de faire en sorte que les ressources fassent l'objet de transactions monétarisées. Alors, je prendrai quelques exemples. Mon propos aujourd'hui sera fondé sur quelques exemples qui sont essentiellement tirés de la Toscane, un espace, comme il a été rappelé, où j'ai travaillé ces nombreuses années. Et je focaliserai mon attention sur ce que je qualifierais d'une façon générale des concessions, c'est-à-dire le fait que certains acteurs confient à d'autres certains droits, comme la jouissance de biens matériels, des terres, des bâtiments, des infrastructures, mais aussi des ressources, les bois, les eaux, les pâturages. Alors, le terme de concession est un terme qui n'est pas médiéval. Il apparaît dans l'Antiquité, il est régulièrement employé par la suite à l'époque moderne et contemporaine, et il fait l'objet actuellement, très prochainement, d'un colloque important qui se déroulera le 7 juin prochain et qui est organisé par le RUCH. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il s'adapte aussi à la situation médiévale et qu'il s'articule, cette notion de concession s'articule aussi avec l'idée de propriété qui se forme progressivement à la fin du Moyen-Âge, notamment au moyen de la notion de dominium, et qui se déploie tout particulièrement et d'abord dans le droit savant, mais pas seulement, on y reviendra éventuellement. Car longtemps, finalement, la jouissance de certains droits était régie par des relations entre les individus au sein de structures féodales, seigneuriales ou bien même communautaires. C'étaient les seigneurs qui octroyaient, cédaient, concédaient des terres, des droits d'usage, et plus particulièrement dans l'incultum, dans les bois, les eaux, etc. Dans les communes rurales ou urbaines, l'appartenance à la communauté ouvrait des droits qui donnaient accès aux ressources collectives, parfois dénommées en Italie usi civici, selon des procédés souvent complexes, comme le révèle
pour l'Italie septentrionale les belles études dirigées par Guido Alfani et Riccardo Rao sur la gestione delle risorse collettive, publiées en 2011, et qui montrent, ce qui me semble important, qu'il y a toute une histoire à faire de ces usages, car ils ne sont pas restés figés au cours de l'époque médiévale et moderne. Toutefois, certains individus ou groupes d'individus pouvaient aussi obtenir de leur seigneur ou de la commune un privilège et jouir d'un droit particulier. C'est notamment le cas pour bénéficier, par exemple, d'un accès privilégié, d'un accès particulier à une source ou à un cours d'eau, et qui a permis, par exemple, la création de nombreux moulins, comme le rappelle Mathieu Arnoux dans un ample article que je vous ai cité aussi. Mais la captation de ces eaux se traduisait parfois par une artificialisation du cours, le creusement d'un canal, la réalisation d'un bief, voire l'érection de retenues. Et c'est par ce biais-là que finalement on avait une forme d'appropriation, une forme de prise sur ces ressources naturelles. Ce n'est pas simplement pour ces ressources hydriques qui alimentent les moulins, ça peut être aussi pour d'autres ressources, comme par exemple, je voudrais m'attarder un instant sur ce point, sur les eaux thermales qui, au bout du compte, étaient captées aussi au moyen de réservoirs. C'était le bassin qui recueillait le flux et qui permettait aux baigneurs de se soigner, mais il devint aussi, et assez rapidement, l'élément déterminant, en quelque sorte, le moyen par lequel on pouvait désigner l'eau thermale, puisque l'eau thermale au Moyen-Âge, c'est l'eau du bain. Le bassin, le bain, avait donc un usage public, mais il pouvait faire l'objet d'une appropriation. On le perçoit notamment à travers 2 concilia juridiques conservés dans le Liberiurium de la commune de Montepulciano, et qui date du XIVe siècle, qui concernent un litige pour la propriété du Bagno di Sellene, placé sur le territoire de la commune voisine et rivale de Chianciano. Les juristes, en effet, distinguaient alors clairement dans leur texte le dominium sur le bain, donc la propriété du bain et donc de l'eau, mais dans le même temps, ils accordaient à Chianciano la jurisdictio, la possibilité donc de dire le droit, et en fait quelque chose, une notion qui est en train d'évoluer vers la notion de juridiction. Et donc on a donc ici une articulation entre ces 2 données et qui permet à la commune de conserver un droit de regard sur les eaux thermales et dans le même temps à l'autre, sa rivale, de posséder, de détenir un bain. Alors cette évolution qui apparaît au cours du XIIIe et surtout XIVe siècle, permet en fait à des acteurs de pouvoir disposer finalement d'un bain, de pouvoir s'approprier un bain. Certains personnages, puissants personnages, parvinrent en effet, à la toute fin du Moyen-Âge, à acheter un bagno, comme Lucrezia Tornabuoni, pour une petite localité au sud de Volterra qui s'appelle Bagno a Morbo, ou bien encore le seigneur de Sienne, alors Lucrezia Tornabuoni qui est la mère de Lorenzo de' Medici, ou bien Pandolfo Petrucci, le seigneur de Sienne, qui lui aussi parvint à l'extrême fin du XVe siècle à contrôler un bain thermal par ce biais. Mais disons que ce processus est assez rare et assez tardif, l'eau thermale restant en quelque sorte très largement sous la domination considéré comme un bien public et sous la domination des communes. Alors, ce sont surtout les concessions minières qui permettent de mieux illustrer les formes, selon moi, de marchandisation de la nature, car elles connaissent, entre le XIIIe et le XVe siècle en Toscane, des transformations importantes. L'organisation des concessions minières nous est d'abord connue dans la seconde moitié du Moyen-Âge à travers des normes statutaires formulées par les communes qui contrôlaient les activités extractives. Donc ça faisait partie de la jurisdictio de ces communes, comme le rappelle dans un article important Philippe Bronstein qui évoque les statuts miniers. Ces normes visaient tout d'abord à consolider les droits des communes, qui étaient souvent des cités, et affirmer le rôle de la puissance publique sur une activité de production. Elles servaient aussi, et dans une moindre mesure, à rassembler les règles relatives à ce secteur de la vie économique. Néanmoins, elles restent effectivement utiles et elles sont, à dire la vérité, pour ainsi dire, elles sont presque les seules pour ces périodes-là, pour pouvoir comprendre un petit peu l'organisation de l'exploitation minière. Le corpus le plus abouti, celui sur lequel je vais m'attarder un instant, qui n'a pas beaucoup d'originalité par rapport à d'autres, mais qui est le plus ample, c'est celui qu'on appelle les Ordinamenta
super arte fossarum ramerie et argenterie civitatis massae, qui date de la fin du XIIIe siècle et surtout du première moitié du XIVe siècle, et qui concerne une petite cité du sud de la Toscane, Massa Marittima, qui, depuis l'Antiquité, autour de Massa Marittima, on y exploite des minerais de cuivre et du minerai d'argent. Et la grande période de l'exploitation intense du cuivre et de l'argent, du minerai, c'est, disons, la fin du XIIe jusqu'au début du XIVe siècle. Alors, le texte, comme vous avez ici une image, est important parce que c'est le plus ample, mais aussi parce que son destin a été un petit peu particulier. Il a été très tôt repéré comme étant un texte essentiel, ôté à ce qui constituait son corpus original, c'est-à-dire le codex dans lequel il se trouvait, qui était le codex des statuts de la ville, pour être conservé à Florence comme témoignage de cette activité minière et pour servir aussi de soutien, en quelque sorte, et d'étude à l'étude de ces activités minières. Alors, les normes prévoyaient de céder l'exclusivité d'un lieu d'extraction signalé par une croix à un mineur ou un groupe de mineurs, de façon à ce qu'ils puissent rapidement l'exploiter. Les concessions ainsi accordées faisaient l'objet d'un tribut. Il s'agissait de payer une décime, une partie du minerai, un dixième, un douzième, selon les statuts. Le traitement du minerai était communautaire, sous le contrôle de l'art, c'est-à-dire du métier, et de la commune qui possédait, la commune de Massa Marittima, la cité de Massa Marittima, qui possédait les infrastructures de production, tout comme était communautaire l'allocation des ressources nécessaires à l'activité. J'insiste sur ce point. C'est la commune qui distribuait et qui proposait aux acteurs la possibilité d'utiliser les bois, les eaux à l'intérieur de la juridiction communale. La commune devait aussi tenir compte des besoins des autres membres de la communauté, des habitants, qui n'étaient pas tous des mineurs. Et elle devait maintenir aussi la polyvalence des activités, qu'elles soient extractives, industrielles, agricoles, artisanales. Toutefois, les dispositions qu'elle prenait, la réglementation qu'elle produisait, par exemple pour éviter les coupes intempestives, les accaparements illicites, étaient davantage destinées à éviter ou à résoudre les conflits plutôt qu'à permettre un usage durable des ressources. Cette organisation de l'activité extractive, que l'on peut retrouver ailleurs à la même époque, évolua donc profondément par la suite au cours du XVe siècle, surtout lorsque les activités industrielles reprirent et que les prospections se multiplièrent. Certes, on continua à établir des concessions, mais cette fois-ci, les concessions étaient octroyées par des États territoriaux à l'intérieur de la Toscane, qui sont grosso modo au nombre de 3, la République de Florence, celle de Sienne et celle de Lucque, qui dominaient toutes les autres cités de la région actuelle, pour ainsi dire. Et je vais prendre ici un exemple qui tient d'une concession siennoise du milieu du XVe siècle. Elles étaient conçues, c'est ce qui m'intéresse ici, ces concessions comme des grâces, des privilèges, des licences, c'est les termes qui sont utilisés dans le texte, et formulées à la suite d'une pétition accordée donc une licence, un privilège accordé par des conseils qui faisaient l'objet de délibérations publiques. Et ces concessions étaient accordées non plus seulement à des mineurs, possible qu'il y en ait, mais surtout à des entrepreneurs, des personnes qui avaient la responsabilité d'établir, en quelque sorte, de réunir autour d'eux les mineurs. En outre, ces concessions faisaient l'objet d'un accord, un pacte. Elles étaient d'une durée assez longue, d'une dizaine, voire plus, 25 années parfois, et même si il était indispensable pour pouvoir conserver ce privilège de l'exploiter pleinement, c'est-à-dire d'entreprendre l'activité extractive. Elles établissaient là encore une décime. Elles concernaient surtout, et c'est ce qui m'intéresse, la possibilité d'exploiter des ressources minérales variées, pas simplement une ressource, un minerai, mais généralement tout un ensemble de minerais, argent, cuir, fer, halin, vitriol, etc. Et elle visait à distinguer quelques lieux du territoire qui n'étaient, c'est le cas ici, 3 communautés du territoire qui ne sont pas mentionnées, pas forcément des lieux précis dans un premier temps. Elle spécifiait les modalités d'indemnisation des propriétaires fonciers, mais surtout, elle donnait aux concessionnaires la possibilité d'exploiter dans un rayon relativement étendu les cours d'eau, les bois, les landes, les terrains de pacage.
Elles ouvraient ainsi des droits sur les communautés. La République ouvrait des droits sur des communautés qui n'avaient pas, qui étaient assez importants. Alors, ce type de concession, on le retrouve à Sienne, on le retrouve à Florence, vraisemblablement à Lucques, j'ai pas eu le temps de... Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Florence, on s'est aperçu très tôt qu'elle paraissait comme exorbitant. En 1484, en effet, les Florentins constataient que si può dire che abbiano presa tutta la giurisdizione del comune di Firenze. C'est-à-dire que finalement, tous les concessionnaires sont parvenus à s'emparer de tous les lieux qui étaient potentiellement utiles et qui avaient un droit de regard sur presque la totalité de la juridiction de la commune de Florence, sur la totalité du territoire. En sorte que pour pallier, semble-t-il, ces difficultés, les Florentins établirent des lois, des normes nouvelles qui confiaient aux officiers, en l'occurrence ceux du Monte, le droit d'administrer, de contrôler les concessions. Un contrôle plus étroit, plus strict des concessions. Alors cette adaptation institutionnelle mériterait d'être analysée en profondeur, ce que je n'ai pas fait, d'autant que, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent à mon avis, d'autant que l'on observe des réformes sensiblement identiques à Sienne, ou même à peu près à la même époque à Venise, et donc elles mériteraient d'être prises en considération dans leur ensemble. Je ne vais pas m'y attarder parce que ce que je voudrais faire pour terminer, c'est que le fait le plus notable, à mon avis, c'est qu'on observe au cours de cette même période, dans la seconde moitié du XVe siècle, un glissement. Un glissement qui veut que désormais l'usage des ressources, de ce que j'ai appelé les eaux, les bois, les prés, etc., ne soit plus désormais associé, malgré l'existence de certaines concessions, à un lieu d'extraction ou à la potentialité de l'extraction, mais qu'elle glisse progressivement vers un lieu de production. C'est le lieu de production qui devient, je vais y revenir, pivot. Le paradigme de cette évolution est réalisé par ce qu'on appelle des alunières, la création des alunières, c'est-à-dire des lieux de production d'alun, une ressource nouvelle, enfin une matière première extraite du sol assez nouvelle en Toscane à l'extrême fin du XVe siècle, qui date des années 1470. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion d'apercevoir sur la carte les différentes alunières qui sont ainsi formées en très peu de temps. Et des lieux de production comprenant des fours, des chaudières. Je me suis permis de mettre aussi une image, un plan pour vous montrer à quoi ça ressemble, puisqu'on a eu l'occasion ont été réalisées des fouilles sur l'une d'entre elles, l'une de ces alunières, celle de Monte Rotondo. Donc, et des zones d'extraction, je ne sais pas si vous apercevez, en grisé un petit peu aussi, les caves, c'est-à-dire les lieux où sont extraits la matière première, l'alunite, pour les ressources, l'alunite, pour pouvoir faire de l'alun. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les documents dont on perçoit, en quelque sorte, la carrière est en quelque sorte secondaire. Ce qui est privilégié, c'est désormais, dans ces actes établis, c'est le fait que ce qui est privilégié, c'est que désormais, avec ces alunières, les actes sont produits par des communes, les communes du territoire et non plus la commune dominante, comme ici, pour ce que c'est un acte de 1485 concernant l'alunière de Massa Marittima gérée par la commune de Massa Marittima, et qui montre que les concessions se présentent désormais sous la forme de contrats qui sont des pactes avec des capitoli, des chapitres, faisant l'objet d'une transaction, et c'est ce qui m'intéresse ici, sous la forme monétarisée, puisqu'il est prévu non plus le versement d'un tribut, mais désormais le versement d'un loyer. En sorte qu'elles apparaissent, ces alunières, davantage comme une location à l'égal d'autres biens de la commune, comme les moulins, les scieries, et qu'elles donnent encore la possibilité de jouir des vastes ressources qui sont de l'incultum de Massa Marittima. Alors, je crois que cette pratique était un moyen pour les communautés rurales, urbaines, qui étaient soumises aux États toscans, aux républiques toscanes, de conserver finalement un droit de regard sur l'exploitation, l'utilisation des ressources, et d'en tirer un certain profit matériel, le loyer. Mais est-ce qu'elles étaient en concurrence avec les concessions accordées? C'est difficile à dire. S'il y avait aussi des concessions accordées par les cités dominantes, c'est difficile à dire pour l'instant. Ce qui est sûr néanmoins, c'est que cette pratique ne s'est pas limitée simplement aux alunières, elle s'est étendue à toutes les infrastructures de production, comme les ateliers de production de fer, ou de cuivre, ou même d'argent,
qui étaient, eux, étroitement associés à des moulins. L'une des caractéristiques de la production de fer et d'argent, disons, à la fin du Moyen-Âge, c'est l'utilisation de plus en plus de la force hydraulique pour animer notamment des soufflets qui sont destinés à un processus technique particulier. Alors, ici, on a donc, c'est le cas, par exemple, d'un de ces établissements qui se trouve dans la plaine, qui s'appelle Valpiana, qui se trouve à côté de Massa Marittima, mais dans la plaine littorale, et qui est fait l'objet désormais d'une véritable location de l'edificio avec une pigeone et puis une pratique qui est d'autant plus aisée, qui est d'autant plus facile, cette évolution qui est d'autant plus marquée, que l'on observe aussi une plus grande circulation des minerais en Toscane, et plus particulièrement du minerai de fer en provenance de l'île d'Elbe, dont les trafics sont attestés dès l'Antiquité, mais qui furent particulièrement intenses à la fin du Moyen-Âge. Donc, on a affaire à une forme de commercialisation des ressources que les communes qui disposent d'une juridiction à l'intérieur de l'État siennois ou de l'État florentin disposent. Alors, est-ce que ça a été critiqué par les États? Je ne l'ai pas observé par ces États, par ces républiques. Pour une raison, à mon avis, qui tient de notre nature, c'est parce que bien souvent, les élites citadines, et plus encore celles des cités dominantes, extérieures donc aux communautés locales, prirent en location ces mêmes infrastructures de production, qui étaient désormais conçues comme des lieux pivots pour pouvoir accéder aux ressources, au détriment des acteurs locaux. Ce sont des acteurs de ces grandes villes qui prennent les ferrières, les alunières, etc. Les concessionnaires étaient en effet de puissants citoyens siennois, florentins, génois, réunis parfois dans de véritables sociétés, avec parmi eux-mêmes des banquiers, à commencer par les Médicis, pour les alunières du territoire florentin, qui se comportaient comme de véritables investisseurs. Dès lors, on observe aussi que l'allocation des ressources, de toutes les autres ressources qui sont associées à ces lieux pivots, devient un enjeu majeur pour la survie des communautés rurales ou des communautés locales, et il fait l'objet de parfois d'âpres et cruelles négociations. Je vous ai mis pour montrer l'obligation qui est faite d'une petite commune rurale qui s'appelle Montieri de négocier avec Pandolfo Petrucci, le prince de Sienne, l'utilisation de ses propres bois et de surtout d'en limiter l'accès, d'en contrôler, tout en respectant le pacte qu'ils ont établi précédemment pour l'utilisation des ferrières et évidemment le loyer qui est versé. Alors ainsi, les ressources peuvent-elles apparaître comme des marchandises fictives, et elles entraient dans une économie d'échange monétarisé. Et elles faisaient l'objet de tractations. Mais il me semble que cette marchandisation paraît timide, même si son essor n'est pas sans incidence économique et qu'il conviendrait de l'approfondir, de l'étudier de façon approfondie. Alors, timide, une marchandisation, d'abord timide parce que les transactions entre les acteurs, je viens de l'évoquer, étaient bien souvent déséquilibrées entre les représentants d'une communauté et un puissant citoyen, voire un prince, qui mobilisait ses réseaux clientélaires. La relation était faussée. Deuxième chose, parce que les transactions conservaient encore la forme d'un privilège, d'une licence accordée à un individu ou une société, ne serait-ce parce qu'elle figurait toujours dans les registres des délibérations communales, même si la forme est de plus en plus celle d'un contrat. Quoi qu'il en soit, s'esquisse un processus qui mériterait d'être étudié de façon plus approfondie et qui mériterait surtout, à mon avis, d'être confronté à d'autres observations réalisées ailleurs, en Italie, voire en Europe, et qui permettrait de mieux comprendre sur quelle base se sont construites les évolutions de la période ultérieure, de la période moderne. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Boisseuil, pour votre présentation. Et nous allons passer la parole à Jawad Daher pour la dernière intervention, qui nous proposera une réflexion générale sur la marchandisation des forêts en Europe centrale. Bonjour à tous et merci aux organisateurs à nouveau pour la préparation de ce bel événement. Alors beaucoup a été dit sur la marchandisation de la nature et je crois qu'à ce stade,
On perçoit bien à quel point il s'agit d'un objet historique complexe, dont l'étude relève de plusieurs domaines, évidemment l'histoire économique et sociale, mais aussi l'histoire des techniques, l'histoire du droit, l'histoire culturelle. Tout ça tient évidemment à la diversité des mécanismes à étudier si l'on veut comprendre comment un objet naturel peut être transformé en bien économique appropriable, possiblement privatisé et finalement échangeable sur des marchés. Alors parmi ces mécanismes, il y a évidemment l'apparition d'un lexique économique, un travail de qualification technique par codification et standardisation, la privatisation des éléments naturels qui étaient auparavant possédés collectivement ou encore non appropriés. On l'a vu également la monétarisation qui marque le début d'un échange de monnaie entre acheteurs et vendeurs. Et puis enfin des mécanismes de dérégulation et de re-régulation qui accompagnent la volonté de faire disparaître certains obstacles juridiques à l'échange. Ça a été dit. Et je souhaiterais ici revenir brièvement sur tous ces éléments dans le cas particulier des forêts qui, je l'espère, pourront apporter des éléments utiles à la réflexion. Alors tout d'abord, je souhaiterais souligner un certain nombre de spécificités inhérentes à cet objet, en tout cas si on le compare à d'autres formes de marchandises issues de la culture de la terre, et on a vu notamment ici le cas par exemple du blé, mais on pourrait évoquer le vin, le coton et d'autres produits. Alors tout d'abord sur la nature des produits issus de la forêt. Alors certes, il a pu exister en particulier depuis le XIXe siècle, des formes de monoculture et de plantation industrielle qui orientaient la forêt vers la production d'un type bien précis de produits, mais ça a été plutôt l'exception que la règle, car pendant des siècles, la forêt a fourni une multitude de ressources aux communautés humaines. Pour ce qui est du bois, c'est-à-dire les ressources ligneuses, on trouvait en forêt qui sont dans l'Europe tempérée généralement mixte, constituées à la fois de feuillus et de conifères, une grande variété d'espèces, d'essences, avec des particularités plus ou moins intéressantes sur le plan commercial et industriel, en lien avec des différences, par exemple en termes de résistance, d'élasticité, de pouvoir calorifique et de composition chimique. Ajoutons à cela également que la forêt comprend un large éventail de ressources dites non ligneuses qui ont elles-mêmes pu faire l'objet de dynamiques de marchandisation. Les animaux chassés comme gibier ou pour leur fourrure, les fruits, les baies, les champignons, les plantes médicinales, etc. Si l'on reste sur le ligneux, on peut rappeler que les arbres eux-mêmes ont pu fournir des produits différents selon la partie considérée, troncs, racines, branches, écorces, feuilles, sève, ainsi que les techniques de transformation de la masse ligneuse. Et tout d'abord, la taille de bois d'œuvre et de construction dans les troncs, grâce à diverses opérations d'équarrissage, de sciage. Les historiens des techniques ont également beaucoup étudié la grande variété de produits obtenus à partir de diverses méthodes traditionnelles de première transformation du bois, le plus souvent en forêt ou dans sa proximité immédiate. La carbonisation en atmosphère contrôlée, par exemple, qui permettait de produire du charbon de bois, un combustible utilisé dans de nombreuses proto-industries avant l'essor du charbon de terre. D'autres pratiques de combustion qui donnaient, par exemple, de la cendre, riche en sels minéraux et utilisée dans l'industrie textile sous forme de lessive, pour le blanchissage des toiles, mais aussi dans l'agriculture pour l'amendement des terres. Également, par exemple, la potasse, un produit raffiné à base de cendre, qui était un composant essentiel dans les premières industries du savon, du verre et du cristal. On peut enfin évoquer la distillation sèche par laquelle on obtenait du goudron ou de la poix, notamment à partir des résineux, employés pour le calfeutage des navires, de la térébenthine utilisée comme solvant pour de nombreux produits, peinture, vernis, cirage, plus tard également du gaz de bois, utilisé par exemple pour l'éclairage et les moteurs à explosion au XXe siècle avec l'utilisation du gazogène dans l'automobile. Alors je ne reviens pas ici faute de temps sur les autres formes de valorisation rendues possibles par la chimie du bois qui prend un essor considérable à partir de la fin du XIXe siècle et dont les développements amèneront certains à parler du bois comme d'une matière première universelle tant ses usages et ses applications étaient nombreux. Ce qui est important de retenir, c'est la grande diversité des usages du bois, chaque produit d'exploitation ayant d'ailleurs connu des dynamiques différentes en termes de marchandisation en fonction des besoins des sociétés et des techniques d'exploitation à disposition selon les périodes. Un autre point important, celui de la récolte, qui a pu se faire selon des temporalités et des modalités suffisamment particulières pour qu'on s'y attarde quelques instants. Contrairement aux produits agricoles qui étaient soumis aux aléas du climat, et j'évoquais tout à l'heure par exemple le cas du blé tout à fait emblématique de ce point de vue-là, il n'y avait pas en forêt véritablement de risque de mauvaise récolte. Alors certes, certains événements climatiques extrêmes pouvaient venir perturber les écosystèmes forestiers, tempêtes qui mettaient à terre de grandes quantités d'arbres, sécheresse ou invasion d'insectes nuisibles qui mettaient à mal le capital ligneux.
mais même à terre ou malades, les arbres pouvaient être exploités, et ce qui est un point important. Par ailleurs, il existait de très nombreuses façons d'exploiter une forêt, avec une grande variabilité en termes d'intensité, d'outillage et de méthode, plus ou moins respectueuses des peuplements et ancrées dans des logiques temporelles très différentes, et aboutissant également à des rendements très différents. Alors pendant des siècles, si l'on met de côté les opérations de défrichement qui aboutissaient à la disparition de grandes superficies, les forêts étaient essentiellement exploitées par jardinage, dans un contexte où les opérations sylvicoles étaient véritablement réduites au minimum. Le jardinage, c'est lorsque chaque arbre est prélevé individuellement en fonction de ses caractéristiques propres pour couvrir un besoin donné à un moment donné. Ce recours au jardinage ne faisait que refléter les conditions d'exploitation dominantes dont il fallait s'accommoder. Il répondait à une demande en bois de commerce longtemps restreinte à quelques assortiments de haute valeur et à l'impossibilité de valoriser commercialement tous les bois d'une parcelle. Avec la naissance de la sylviculture scientifique au XVIIIe siècle, néanmoins, les choses changent et le jardinage a tendance à être considéré comme un régime sylvicole primitif et inefficace et donc à réprimer. On lui reproche l'état de gêne permanent dans lequel vivent les arbres en raison du manque d'homogénéité des peuplements. On a des forêts naturelles avec des arbres d'âge et donc de taille tout à fait mélangées. On lui reproche également les dégâts causés par l'abattage et la sortie des grands arbres à travers les fourrés. Le système d'exploitation par coupe rase va désormais être privilégié. Il consiste à abattre en une fois la totalité des arbres d'une parcelle. Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, il apparaît un peu partout en Europe, d'abord en Allemagne et en France, comme le nouveau paradigme de management de la forêt, ancré dans une nouvelle rationalité sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Quelques mots également en ce qui concerne la qualification technique, articulée autour des questions de codification et de standardisation. Comme d'autres produits, le bois fait l'objet d'efforts allant dans le sens d'une standardisation des types de produits échangés sur le marché. Et on peut citer l'exemple de la Royal Navy, qui fut durant les siècles l'un des principaux clients sur le marché européen du bois et qui exigeait par exemple des planches aux dimensions et aux qualités bien précises pour les bordages de ses navires. Il existait dans chaque port et chaque place marchande des usages qui fixaient les caractéristiques attendues des différents produits, notamment en ce qui concerne les dimensions. Cela permettait aux acheteurs et aux vendeurs de s'accorder sur les types de marchandises recherchées et offertes, et ainsi, vous l'imaginez bien, de faciliter les échanges. Les choses, cependant, il faut le souligner, étaient bien différentes pour la vente de bois sur pied, c'est-à-dire encore debout. Beaucoup d'acheteurs faisaient en effet l'acquisition de bois non pas abattu, mais en forêt. Or, ce type de produit résistait particulièrement à toute tentative de standardisation, tant les qualités et les conditions locales d'exploitation pouvaient varier. En effet, un lot de bois en forêt présente à la fois un volume incertain, car la mesure est une procédure extrêmement compliquée et onéreuse, et un lot à la qualité mal cernée, car elle n'est reconnue qu'après abattage, voire même parfois après qu'un premier trait de scie ait permis de découvrir d'éventuels défauts cachés dans le bois. Mais surtout, les conditions topographiques locales, et notamment l'éloignement de la forêt par rapport au cours d'eau ou à la ligne de chemin de fer la plus proche, faisaient que deux forêts à la composition similaire pouvaient présenter des conditions d'exploitation totalement différentes, et donc également des prix très différents, faisant de chacune d'elles une singularité. Un autre élément de résistance à la standardisation tient au fait qu'une forêt, plus encore qu'un champ de blé ou de coton, constitue un écosystème extrêmement complexe, rendant particulièrement difficile toute réduction de cet espace à une simple ressource. Il s'agit d'un environnement à 3 dimensions qui comporte non seulement, comme on l'a vu, une grande diversité végétale, mais également animale. C'est un habitat pour de nombreuses espèces. On peut ici rappeler que la forêt est le milieu terrestre qui abrite et nourrit le plus d'êtres vivants, 80% de la biodiversité mondiale. Il faut enfin souligner qu'il s'agit d'un lieu qui est aussi habité et fréquenté par les hommes, accueille de nombreuses activités non utilitaires, notamment des loisirs, est chargé d'une portée symbolique forte avec une dimension culturelle, religieuse, esthétique. Alors je n'ai évidemment pas le temps de détailler ici, mais chacun imagine bien comment ces éléments ont pu intervenir dans le processus de marchandisation, notamment en alimentant un certain nombre de résistances à l'ancrage d'une vision instrumentale et principalement économique de la forêt. Je souhaiterais maintenant présenter un très bref panorama des évolutions au tournant entre époque moderne et contemporaine. Et pour cela, je vais évoquer plus précisément la dynamique de marchandisation des ressources forestières dans le cadre général des forêts tempérées d'Europe, et surtout avec des exemples tirés de ma zone de prédilection qui est l'Europe centrale. Pour être plus précis, j'évoquerai surtout les grandes plaines boisées situées à l'est de l'Elbe, qui présentent un certain nombre de caractéristiques intéressantes du point de vue de l'histoire de la marchandisation. C'est une région où dominait la grande, voire la très grande propriété seigneuriale prussienne ou polonaise, marquée par
Tout d'abord, le contexte d'une longue persistance du servage jusqu'au XIXe siècle, qui fait suite à un renforcement de cette pratique à partir du XVIe siècle, au moment même où elle s'atténue dans la plupart des régions d'Europe de l'Ouest. Et l'historiographie a désigné ce processus sous le nom de second servage. Une autre caractéristique est des densités de population relativement plus faibles et un tissu urbain moins développé qu'en Europe occidentale, ce qui explique pourquoi on a dans la région une offre globale de produits forestiers qui a longtemps largement dépassé la demande locale, en tout cas au moins jusqu'à la croissance démographique de la fin du XIXe siècle. C'est d'ailleurs cette situation qui explique pourquoi le commerce à longue distance a joué un rôle essentiel dans le processus historique de marchandisation de la forêt dans la région. Enfin, on peut rappeler que cette importance du marché extérieur a placé les forêts dans l'orbite du commerce baltique, qui occupait durant des siècles la première place dans l'approvisionnement en bois de l'Europe de l'Ouest, et plus particulièrement pour ce qui concerne ce qu'on appelait les munitions navales, les mâts, les bois de marine, le goudron et la poix. Et de ce point de vue, la Baltique arrivait loin devant les colonies d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Nord, ce qui en fait une région tout à fait incontournable dans l'histoire mondiale de la marchandisation des forêts. Quelques mots sur la forêt de l'ère pré-industrielle dans cette région. Comme dans le reste de l'Europe, la forêt y demeure longtemps une forêt usagère qui présente deux caractéristiques principales. Celle de la multifonctionnalité. L'exploitation du bois est en effet un objectif parmi beaucoup d'autres. On a d'autres formes de prélèvement par la chasse, la cueillette, et également, très important, le pâturage des animaux qui est très présent dans ces forêts. L'autre caractéristique est la part essentielle des formes d'exploitation communautaire dans le contexte du servage qui confère à la paysannerie des droits d'usage en échange de la corvée. Le résultat, c'est que la forêt livre finalement très peu de marchandises sur un véritable marché. L'économie forestière est largement intravertie et le mode d'exploitation autarcique, avec une récolte essentiellement tournée vers les besoins locaux du seigneur et des serfs, hors de toute transaction monétaire. La comptabilité des grands domaines de l'aristocratie polonaise montre qu'aussi tard qu'au milieu du XIXe siècle, peu de bois est vendu et encore moins exporté, sans doute pas plus de 5 à 10% de la récolte. Cela ne veut pas dire toutefois que le commerce n'existe pas et qu'il n'y a aucune forme de marchandisation de la nature dès l'époque moderne, avec d'ailleurs des conséquences sur l'environnement localement déjà très ressenties. Si l'on considère cette partie de l'Europe centrale, on s'aperçoit que des formes de valorisation capitaliste existent à partir du XVIe siècle. Longtemps, elles concernent surtout les bois dits commercialisables, qui sont des bois d'œuvre que les marchands locaux ou étrangers d'ailleurs, sont prêts à acquérir en payant avec du numéraire, par opposition aux autres types de bois qui sont écoulés dans le cadre d'une économie non marchande. Alors cela peut être des résineux, par exemple, qui fournissent les mâts des navires, ou des feuillus qui fournissent les bordages que j'évoquais tout à l'heure. La plupart des bois commercialisables sont destinés au marché étranger en raison de la faiblesse de la demande intérieure. D'autres produits ayant une valeur d'échange par unité de poids plus élevée, et là on a ici la question du transport qui est centrale, font déjà l'objet d'un commerce intense à l'époque moderne. On peut évoquer le cas des cendres, de la potasse, qui représentent ainsi depuis le XVIe siècle d'importants produits d'exportation depuis les rives de la Pologne et de la Prusse, davantage encore que les bois de construction. Les opérations de combustion et de distillation permettent en effet de contourner les contraintes inhérentes au transport du bois, lourd et encombrant. Ici, on a affaire à des marchandises qui sont pour ainsi dire concentrées. Pour produire 1 kg de potasse pure, il faut brûler jusqu'à 200 mètres cubes de résineux et qui sont faciles à transporter dans des barils qui descendent les fleuves sur des radeaux avant de partir par la mer vers les chantiers navals ou les industries des Pays-Bas, d'Angleterre ou de France. Alors il est clair que la vente de ces divers produits a permis aux grands domaines de Prusse et de Pologne-Lituanie de s'insérer dans des réseaux commerciaux internationaux et de participer au développement d'une économie marchande transnationale. En vendant leurs ressources forestières pour l'exportation sur les marchés des Pays-Bas, de Grande-Bretagne ou de France, les propriétaires obtenaient les métaux précieux, et notamment l'argent qui a afflué depuis les mines d'Amérique du Sud, métaux qui leur permettaient en retour de faire l'acquisition de marchandises de provenance lointaine, du vin et des sels de France, des produits textiles depuis l'Empire ottoman par exemple. Dans le temps qui reste, je voudrais revenir très brièvement sur une série d'évolutions qui, au XVIIIe et XIXe siècle, ont permis d'accélérer les processus de marchandisation des forêts en Europe, jusqu'à prendre les dimensions qu'il a connues ensuite et dont on retrouve encore les traces aujourd'hui. Je ne reviens pas ici sur la remarquable croissance démographique qui affecte le continent à partir de 1800 et qui, on le sait, va profondément changer la donne en termes d'émergence de nouveaux besoins de consommation et de nouveaux marchés.
ni sur l'émergence d'une société libérale plus ouverte aux échanges et à la libre entreprise, car il s'agit là de caractéristiques bien connues et qui ont d'ailleurs été évoquées par le professeur Lassalmoni tout à l'heure dans l'introduction. Je soulignerai simplement que cette évolution est aussi étroitement liée à des changements qualitatifs de la demande en produits forestiers, sous l'effet des dynamiques d'urbanisation et d'industrialisation qui touchent le continent également à partir de cette époque. Au XIXe siècle notamment, on observe une multiplication, une diversification des besoins, accompagnée par une attente croissante de standardisation, qui s'explique par la transformation des logiques de production, l'émergence d'un modèle industriel, et l'intégration d'espaces divers au sein de larges ensembles économiques, avec le phénomène de mondialisation qui s'accélère en particulier à la fin du XIXe siècle. Cette intégration spatiale croissante est aussi permise par des évolutions technologiques en matière de transport, et on peut ici évoquer le recours aux énergies fossiles et à la vapeur, qui s'incarne dans l'essor du chemin de fer, une infrastructure nouvelle qui donne non seulement de nouveaux débouchés au bois, avec les traverses par exemple, les traverses de chemin de fer, mais permet également de s'affranchir des logiques de transport par flottage qui dominaient le transport continental jusqu'alors. Un autre élément de rupture fondamentale est l'assaut généralisé contre la forêt usagère, avec comme horizon une privatisation de la forêt et de ses ressources. On l'observe notamment entre le milieu du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle, partout en Europe, avec la mise en place de réformes visant à abolir les droits d'usage coutumier traditionnel et installer à leur place une exploitation présentée comme rationnelle, c'est-à-dire tournée vers l'exploitation marchande. Cela se fait à travers diverses méthodes qui permettent de mettre à bas les droits d'usage, d'abord en limitant leur étendue dans le temps et dans l'espace, par exemple sous la forme du cantonnement qui va en partie donner naissance aux forêts communales modernes, et aussi par des procédures de rachat qui permettent aux propriétaires d'obtenir des paysans et d'autres ayants droit la renonciation à leurs privilèges en échange de paiements ou d'indemnités sous forme de forêts ou de terres. Vidées des anciens usagers et de leurs animaux, les forêts deviennent un espace dans lequel les propriétaires peuvent plus librement réaliser des opérations d'aménagement et de mise en valeur commerciale. En Europe centrale, dans le cas des terres polonaises, par exemple, ce processus de suppression des droits d'usage se fait selon des modalités complexes et des rythmes différents en fonction des territoires considérés. La Pologne est à l'époque divisée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Je n'ai pas le temps de détailler ces enjeux, mais je souhaiterais simplement mentionner le cas des régions sous domination russe, où l'abolition très tardive du servage en 1864 se couple d'un maintien provisoire, mais qui va s'ancrer dans la durée, des droits d'usage, alors qu'ils ont été levés dans le reste de la Russie. Et l'historiographie a bien analysé cette particularité comme le résultat d'une stratégie politique russe visant à éviter tout rapprochement possible entre la noblesse polonaise, qui avait été à l'initiative de nombreuses insurrections à cette époque, et la paysannerie. Le processus de levée des servitudes y est donc particulièrement long et conflictuel. La fin de la forêt usagère permet également, comme je le viens de mentionner, d'envisager une réorganisation de la forêt à des fins commerciales. Et entre autres évolutions, on observe une généralisation progressive de la coupe rase qui repose sur un principe de soutenabilité, avec un modèle d'exploitation qui fait une large place à la mathématisation des ressources. L'idée centrale étant qu'il faut réaliser chaque année des prélèvements n'excédant pas l'accroissement naturel des arbres, c'est-à-dire l'augmentation annuelle du diamètre des troncs et des branches sous l'effet de la croissance naturelle qui dépend de l'essence, des sols et du climat. On permet ainsi de garantir des approvisionnements réguliers tout en préservant le capital ligneux sur le temps long en termes de volume ou de superficie. Alors depuis 1800 environ, diverses méthodes sont mises en place pour atteindre cette soutenabilité. Elles tournent autour d'un outil majeur, le plan de coupe, qui optimise le schéma de coupe et de reboisement des sections abattues et reboisées chaque année. C'est un modèle cependant qui présuppose de fortes dépenses, un effort logistique et un personnel technique bien formé, et qui va se diffuser selon les régions de façon différente, d'abord du côté prussien avant de se diffuser plus à l'est. D'autres facteurs interviennent, notamment la conversion des taillis en futaie qui permettent de produire des arbres de plus grande dimension, et aussi l'enrésinement. On va privilégier les essences de résineux qui sont plus productives que les feuillus et mieux adaptées aux attentes de la société industrielle. Alors en conclusion, très brièvement, on peut dire qu'à la fin du XIXe siècle, ce processus de marchandisation est bien avancé dans de larges parties de l'Europe. C'est à la fois le résultat et le moteur d'une transformation profonde des forêts qui sont devenues des espaces à la fois moins multifonctionnels, plus homogènes
à la biodiversité plus faible et aussi souvent plus vulnérables à des problèmes environnementaux comme les tempêtes ou les attaques de ravageurs qui ont tendance à frapper davantage les monocultures. C'est un mouvement qui a suscité des résistances, et on peut notamment évoquer la lutte des paysans pour le maintien de leurs droits d'usage, et également des critiques qui constituent en tant que telles un objet d'étude intéressant pour l'histoire environnementale. Critiques qui concernent notamment des pratiques commerciales brutales qui concourent à une déforestation massive, mais aussi à un appauvrissement des écosystèmes et à la disparition de certaines espèces. On peut citer l'if, qui disparaît des forêts polonaises au XIXe siècle. Également lié à la vulnérabilité croissante de certains milieux, érosion éolienne, inondations, comme conséquence de la déforestation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les résistances et les critiques s'ancrent non seulement dans des représentations culturelles traditionnelles, mais également dans des formes tout à fait liées à la modernité. Et je peux ici évoquer, par exemple, la lutte des paysans de Galicie autrichienne au XIXe siècle visant à faire interdire les exportations de bois et qui dénote une prise de conscience sur les conséquences néfastes de la marchandisation de la nature et aussi des modes de la nécessité de réguler le marché, ce qui nous renvoie à des problématiques tout à fait actuelles et permet d'ancrer la réflexion sur la critique de la marchandisation de la nature dans un temps relativement long, en lien avec ce qu'évoquait tout à l'heure le professeur Lassalmoni sur cet élément central de définition dans la réflexion autour de cette notion. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser d'avoir été un petit peu long. Merci beaucoup à tous nos trois intervenants pour leur présentation. Pour les personnes qui suivent l'intervention sur Zoom, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et nous les relayerons. Aussi les personnes dans la salle, si vous en avez à l'instant, on peut commencer avec les vôtres. Oui, Madame Tess. J'avais une question pour Pierre Rossi et une question pour Je vais juste répéter les questions brièvement pour les personnes qui suivent cette conférence à distance. La première question adressée à Madame Rossi porte sur les sources, la nature des sources sur les aléas de conservation du blé et la perception qu'avaient les contemporains de la dégradation éventuelle du blé stocké. Et une question pour Monsieur Boisseuil, pour savoir si les concessions reflètent une différence du mode de gestion selon le bénéficiaire et le type de ressources dont il s'agit. On a déjà plusieurs typologies de sources. Les traités d'agronomie, celui de Varron, celui de Columel, qui préconisent à l'agriculteur la façon dont il faut concevoir le grenier pour le stockage du blé, l'orientation et la ventilation qu'il faut assurer de façon régulière.
Voici pour ce qui est des sources écrites. Bon, je suis très, très rapide, très synthétique. Ensuite, nous avons d'autres catégories de sources, les papyrus, les documents de la pratique, et on a quelques éléments liés aux aléas qui témoignent des aléas de la conservation. Puis, troisième et dernière catégorie de sources, cette fois-ci essentielle, les lieux de stockage conservés et fouillés d'un point de vue archéologique. Et on constate, il y a eu énormément de recherches à ce sujet pour l'Occident roman, pour l'Orient et pour l'Égypte, dans différentes localités. On constate que l'organisation des lieux de stockage est conçue de telle sorte que le blé peut être remué de façon régulière pour éviter la dégradation de la céréale due à l'humidité, et qu'une surveillance régulière est aussi pratiquée dans les greniers pour éviter que le blé soit attaqué par des rongeurs. Donc, on a d'une manière générale ces mesures, et aussi une autre chose qui est particulièrement intéressante, c'est celle de pouvoir saisir, voire reconstituer la temporalité des rotations de blé dans les greniers. J'ai essayé de le faire dans la mesure du possible pour essayer de calculer le temps de stockage qui précédait le transport du blé à Alexandrie. Et on a de toute façon des transports qui se font de façon régulière avec des navettes qui s'organisent entre le lieu de stockage et le lieu de redistribution par la vente ou par la consommation, qui peuvent pallier un certain nombre d'éléments. Dans les papyrus, à ma connaissance, et sauf erreur de ma part, les données les plus essentielles qui émergent, les préoccupations, les inquiétudes sont liées à la crue et à la variation de la crue. On a, dans de nombreux documents, la sollicitation à transporter vite parce que les variations de la crue peuvent bloquer le transport. Moins considérables sont en revanche les données liées au stockage. Mais on peut raisonnablement supposer qu'il y a une logistique dans la rotation et qui font que les aléas sont moins considérables. Oui, merci de ta question. Alors, je vais répondre brièvement. On a très peu de documents sur la gestion de ces concessions ou de ces entreprises minières ou qui sont liées à l'octroi d'une concession. Ça, c'est la première chose. Il y en a une quand même qui est importante. Celle qu'on connaît mieux, c'est la gestion du site de Tolfa, les alunières de Tolfa, qui étaient contrôlées par la papauté, mais qui était géré par des concessionnaires qui avaient l'exploitation de 3 alunières distinctes au XVe siècle. Et là, on observe, à la fin de l'époque médiévale et surtout à l'époque moderne, une gestion beaucoup plus raisonnée, articulée des différents espaces boisés autour de Tolfa, de façon à permettre une forme de régularité de l'approvisionnement en bois, en combustible des alunières. Ça, c'est la première chose. Pour revenir à la Toscane, la deuxième chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que, au contraire de ce qui se passe à Tolfa, où on a une durée, nombre de ces concessions sont très, très brèves. On dépasse, on a une régularité, enfin 4-5 ans, c'est un grand maximum pour nombre d'entre elles. Sauf peut-être pour les établissements de fer, mais ça reste encore à clarifier. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on a juste une question qui a été posée sur Zoom, que je vais relayer. Une question pour Jawad Daher. Y a-t-il des différences entre les conceptions scientifiques sylvicoles dans ces régions d'Europe centrale et celles d'Europe occidentale? Ou bien existe-t-il au contraire des échanges et des transferts culturels et scientifiques? Oui, alors merci pour la question. Alors très brièvement, les écoles sylvicoles dominantes au XIXe siècle sont l'école française et allemande, qui ont toutes deux une très forte présence, un rayonnement international, y compris en Europe centrale et orientale, avec d'ailleurs, pour ce qui est du cas de la Pologne, des inspirations mélangées, puisqu'on va puiser des deux côtés, même si du côté en ce qui concerne l'embauche de personnel, on va longtemps privilégier le recours à des experts venus d'Allemagne. Le premier organisateur des forêts
des forêts domaniales du royaume de Pologne, du royaume du Congrès de 1815, est un Allemand qui d'ailleurs publie en partie en français, ce qui démontre bien ce caractère international et l'importance de la circulation des savoirs sur la forêt dans cette époque. Donc oui, on a bien ces échanges, avec d'ailleurs des discussions sur les meilleurs modèles à adopter, avec des différences entre l'école française et allemande, sur lesquelles je n'ai peut-être pas le temps de revenir ici dans le détail, mais on le retrouve de façon générale dans le reste aussi de l'Empire russe, avec ces deux principales sources d'inspiration et également de personnel et de matériaux type manuel qui vont être traduits dans les différentes langues. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Il me semble qu'il y avait une autre question dans la salle. Oui, Madame Blais. Merci beaucoup à tous les trois. J'avais une question. Pour résumer la question, c'est une question qui porte sur la possibilité de faire une histoire sociale de la nature, présence dans de la marchandisation de la nature, et notamment une sociologie des acteurs de cette marchandisation. Okay. On peut essayer, oui, en faisant un relevé et des études de cas relatives aux acteurs. Je n'ai pas eu le temps de le faire pour aujourd'hui, mais ce serait vraiment extrêmement intéressant parce que on peut mettre à comparaison différentes typologies de sources. D'une part, les inscriptions, et notamment les décrets honorifiques qui célèbrent les actes de bienveillance, de vergésie, et qui mettent en exergue le rôle de certains citoyens. Et d'autre part, les documents de la pratique qui nous montrent des marchands en pleine cours d'action. Le problème, c'est que l'étude onomastique de ces marchands est parfois complexe et difficile à restituer. On peut le faire pour certains d'entre eux, mais pas pour tous. Quoi qu'il en soit, de ce point de vue-là, par catégorie d'acteurs, je pense qu'il serait tout à fait intéressant de mener cette étude sociale en la comparant peut-être avec le domaine de la production. Donc, mener une comparaison des deux domaines. Merci pour la question. Et très brièvement, en deux mots, je vais prendre simplement l'exemple des marchands. En effet, une possibilité d'une histoire sociale tout à fait intéressante, même si on a peu finalement d'archives d'entreprise sur le fonctionnement d'entreprise. Par exemple d'importateurs et d'exportateurs. On trouve la trace de ces marchands par exemple dans la correspondance des grands domaines, puisque ce sont les acheteurs de ces produits forestiers. Par contre, on peut la suivre à travers d'autres sources. J'ai notamment travaillé sur un certain nombre d'égo-documents et de livres de famille qui sont disponibles, notamment pour cette bourgeoisie juive marchande émergente dans cette Europe centrale du 19e siècle, sur lesquels on a pas mal de témoignages et que l'on peut suivre par exemple certaines familles sur plusieurs générations, comment le commerce familial se construit, avec d'ailleurs des histoires parfois d'ascension sociale tout à fait frappantes, et ce qui établit aussi des liens avec l'histoire sociale plus générale, des thématiques comme l'assimilation à la culture polonaise ou allemande, la question de l'antisémitisme également qui apparaît, puisque dans un contexte bien particulier où les marchands juifs ont souvent un monopole local sur le commerce du bois, on a toute une série de rivalités qui apparaissent avec la paysannerie polonaise notamment, avec l'aristocratie polonaise aussi, et par conséquent une histoire sociale finalement assez riche qui inclut aussi des éléments donc d'histoire culturelle, d'histoire de représentation avec d'autres sources aussi de type iconographique, des caricatures de marchands dans la presse, etc. etc. Donc oui, les sources existent et peuvent être exploitées pour cela.
Pour ce qui me concerne, j'avais esquissé le rôle de quelques-uns de ces acteurs, qui sont, et en fait, c'est ceux qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire ceux qui sont les plus puissants, qui ont laissé le plus de traces dans la documentation. C'est vrai qu'ils agissent rarement seuls, c'est-à-dire qu'il faut concevoir que c'est effectivement souvent des groupes, des consortia qui sont mobilisés. Après, effectivement, une enquête plus fine, notamment je pense pour tout ce qui concerne à la fin du XIIIe et début du XIVe siècle, l'exploitation d'autres ressources comme par exemple ce qu'on appelle les alins ou les vitrioles, qui relèvent plus de la cueillette, du ramassage, que véritablement d'un processus de production plus élaboré. Là, effectivement, on observe que les acteurs des communautés rurales sont assez nombreux, mais on a quelques bribes de documentaires, même si c'est pour la Toscane, c'est quand même assez riche, mais néanmoins, ça reste. Mais c'est vrai qu'il faudrait construire une histoire tout à fait de ces acteurs. Peut-être réfléchir aux formes d'intégration diverses que ces acteurs à tour de rôle parviennent à mettre en œuvre dans la cité, dans le contexte politique, vis-à-vis des États territoriaux, quand c'est le cas. Ça pourrait être un paramètre pour évaluer justement le degré d'élévation ou de mobilité sociale de l'acteur par rapport à la marchandise en question. Oui, il semble qu'il y a une autre question. Merci pour vos réponses. Je vais juste résumer très brièvement. Donc, une question pour savoir s'il existe, enfin, si l'on peut constater des différences, enfin, dans la manière dont on constate les différences auprès notamment des communautés religieuses, dans la manière de considérer les ressources naturelles, si le rapport est plutôt patrimonial ou au contraire rationalisé dans cette exploitation, cette marchandisation des ressources. Je te remercie de la question parce que effectivement, elle est importante, mais c'est vrai que je ne vois pas d'études qui l'aient vraiment abordée. Je ne l'ai moi-même pas abordée. Deux éléments simplement que je voudrais signaler, qui peut-être vont être sur des approches différentes. On a beaucoup insisté sur le rôle en Toscane aussi des cisterciens, comme ailleurs d'ailleurs dans le reste de l'Europe, pour la mise en valeur et on va dire l'implantation de certaines formes d'innovation technique, notamment pour la production des fers. Et il existe dans le territoire siennois, pas très loin des localités dont je vous ai parlé, un grand établissement qui s'appelle San Galgano, qui a joué un rôle important dans la vallée du Mersey et de la Farma pour la mise en place de ces installations. Ça, c'est des travaux qui ont été publiés il y a de ça quelques années de Maria Elena Cortese. Mais sinon, pour le reste, je vois mal, mais ce que je peux seulement signaler, c'est que, et ça m'avait frappé, et ça mériterait d'être, là encore, travailler un peu davantage, c'est le fait que l'ordre de Vallombreuse, qui est un ordre florentin, dont la maison mère est à proximité même de Florence, dispose dans le sud de la Toscane d'immenses territoires boisés, avec des relais. Et ce qu'on observe, c'est qu'à la fin du XVe siècle, dans ce contexte que je viens de décrire, on voit que les abbés, en fait, cèdent très facilement, notamment à des acteurs florentins de premier plan,
la possibilité de disposer de ces forêts pour justement un développement d'une activité industrielle et notamment la mise en place de ferrières nouvelles, lesquelles ferrières vont d'ailleurs servir de point d'appui pour la production de fer ultérieurement à l'époque du Grand-Duché de Toscane. Et donc, effectivement, on a là quelque chose qui mériterait d'être étudié, mais qui, à ma connaissance, ne l'a pas été. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou d'ailleurs si nous avons le temps pour d'autres questions encore, s'il y en a dans la salle ou sur Zoom, que vous souhaitez faire relayer. Autrement, nous en avions aussi préparé. On a l'impression, tout de même en vous écoutant, que cette marchandisation de la nature a été, ou peut du moins être, très politique, qu'il peut y avoir une certaine mainmise, notamment d'acteurs politiques là-dessus, mais également une progression d'une marchandisation comme synonyme de privatisation des ressources. Je me demandais comment on pouvait articuler ces deux points de vue-là. Est-ce que dans vos recherches, vous privilégiez une approche par les acteurs politiques, les décisions politiques, par exemple, le choix du grain à privilégier par les autorités lagides ou l'accord de concession en Toscane, ou plutôt, peut-être plus proche d'une histoire sociale, les acteurs privés de cette marchandisation. Bien. Je pense que dans un domaine comme le commerce du blé, qui, je tiens à le préciser, n'est pas vraiment au sens économique du terme un commerce lucratif, puisque le lucrum se fait, Jean Tranquet me dira si je me trompe, se fait d'autres produits comme le poivre ou les perles. Le blé est une commodity, donc un bien de consommation qui donne lieu à du lucrum quand il y a une démarche spéculative. Donc, nous avons il est intéressant de croiser les regards et donc nécessairement la typologie et la nature des sources considérées. Je pense que l'approche du pouvoir politique est essentielle puisque déjà elle prend une place non négligeable dans les relations entre États. Le système tributaire mis en place par les économies hellénistiques et en particulier dans le cas qui nous occupe par le blé d'Égypte permet de nouer un certain nombre de relations et créer aussi une certaine solidité politique dans des relations et dans un contexte où la situation militaire est très complexe. L'autre angle d'approche, celui des marchands, permet de connaître et de découvrir les pratiques. Je ne pense pas que le pouvoir politique, et c'est un constat dans l'historiographie sur la question, effectue une mainmise et donc un monopole sur le blé. C'est inenvisageable. En revanche, a un pouvoir régulateur qui encadre, selon les contextes, la commercialisation de ce produit. Et c'est particulièrement intéressant de voir que finalement, les marchands de blé, ils sont relativement anonymes. Ils sont évoqués dans les sources quand ils font de la spéculation. En temps de crise, ils gardent le blé, ils le revendent quand le blé coûte plus cher, et c'est à ce moment-là qu'on se souvient d'eux. D'autres cas permettent de voir qu'il y a une interaction, il y a une bienveillance, il y a un acte d'évégésie. Donc moi, je serais plutôt, et au vu de cette documentation qui est tout de même assez considérable, nuancer le regard. Le pouvoir politique, en tant qu'économie tributaire, a nécessairement un droit de regard et d'organisation, ce ne serait-ce que pour le fait que ces transactions se déroulent dans un contexte juridique précis. Alors, en deux mots sur politisation et privatisation, je reviendrai sur un exemple que je mentionnais, celui de cette Pologne sous domination russe, où on voit vraiment la place des décisions prises depuis Saint-Pétersbourg dans le processus de marchandisation. Par exemple, dans les lendemains de l'insurrection de janvier de 1863-1864, les Polonais se révoltent contre les Russes, sont durement réprimés, et le tsar décide pour se garantir la loyauté politique de la paysannerie polonaise, de maintenir les droits d'usage pour ces populations donc de l'ouest de l'Empire, quand bien même le servage est aboli. Donc, ce qui va placer la grande noblesse polonaise dans une situation économique
très difficile. Des domaines d'ailleurs sont confisqués, vont être confiés à des généraux russes ayant réprimé l'insurrection. Donc il y a aussi cette dimension de fidélisation politique, des domaines qui vont être par ailleurs beaucoup exploités dans ces années 1860-70 pour l'exportation. Et donc on a dans ce contexte-là des relations complexes polono-russes, en effet un certain nombre d'éléments qui s'enchevêtrent avec les dynamiques de privatisation et de marchandisation, en l'occurrence dans le sens d'une accélération et de mise sur le marché de vastes superficies, et aussi d'un sous-investissement de la noblesse polonaise dans les aménagements sylvicoles, qui s'explique par le maintien trop long à ses yeux de droits d'usage, et qui donc va avoir aussi une influence pour la suite, pour l'avenir des forêts jusqu'à la fin du XIXe siècle. Oui, alors pour ma part, je dirais qu'on a affaire à des républiques oligarchiques, mais avec, à la toute fin du XVe siècle, le poids prépondérant de certains acteurs qui deviennent, dans la typologie de la Renaissance, des princes, à commencer par Laurent le Médicis ou Pandolfo Petrucci, qui ont eu effectivement qui ont joué un rôle important dans une forme de privatisation. Et il y a une dimension politique dans la mainmise de ces ressources. Je prendrai 2 exemples rapidement. On attribue le sac de Volterra en 1472, qui est un des actes du début du règne, entre guillemets, de Laurent le Médicis, qui est d'une violence extrême, puisque c'est les troupes du duc d'Este qui s'emparent de la ville, qui la saccagent, en liaison avec un conflit d'intérêts entre les acteurs locaux de la commune de Volterra, quelques élites Volterra, et des acteurs locaux associés à des acteurs florentins pour le contrôle de la lunière de Sasso, qui est au fin fond du territoire, qui n'a d'ailleurs jamais produite, mais qui en fait est le motif, un conflit qui monte très vite en puissance et qui débouche sur cet élément-là. Pour ce qui concerne Pandolfo Petrucci, le poids qu'il a assumé est très clairement le rôle de contrôle des ressources est lié, on l'associe beaucoup, à sa volonté politique d'avoir un contrôle militaire de la commune de Sienne en disposant de ce qu'on appelle la Camera del Comune, c'est-à-dire grosso modo l'institution qui avait en charge la production de l'armement et du contrôle de l'armement. Et donc s'assurer de toute la chaîne, et notamment des productions de fer et de boulets, était un élément déterminant, et le rôle qu'il a joué à Montieri et dans ses environs était en partie destiné à approvisionner cette Camera del Comune.